Ici Cathy Tropiano. Cette semaine, mon invité, c'est Jérémy Parent. C'est un auteur, un accompagnateur littéraire et un formateur. Vous le connaissez sûrement comme étant le gardien de phare. Et je tenais à vous le présenter car Jérémy est passé d'un nouvel entrepreneur à commanditaire officiel du Salon de l'Éveil, en l'espace de quelques années seulement. Son intention à lui, c'est de vous faire sortir de l'ombre et de vous faire briller. Vous dit, il a accompagné plus de 4000 personnes dans des initiatives d'écriture. Il est à la barre des éditions 1 million de rêves et vous allez voir que la prise de parole en public et le storytelling font partie de son univers. Et aujourd'hui, je l'accueille dans mon univers. Bonjour et bienvenue à l'enregistrement du Showcase des conférenciers. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Jérémy Parent. Bienvenue. Allô, Cathy. Tellement contente que tu sois ici. Et j'avais hâte, et quel endroit merveilleux. C'est vrai que l'endroit est magnifique. Moi, je le conseille à tous. C'est un endroit où non seulement le décor, mais les gens nous prennent en main et on se sent très bien ici. Tout à fait. J'aime commencer le podcast en faisant un zoom-in sur l'enfance de la personne que je reçois. Donc, on va aller quand tu avais, mettons, je vais dire, deuxième, troisième année. Est-ce que tu étais un petit garçon qui avait beaucoup d'amis ou tu étais plutôt réservé, solitaire, avec quelques amis? Comment tu étais quand tu étais jeune? Aïe, aïe, on commence ça de même, là. Oui, on commence rough! Avec Cathy, il n'y a pas de préliminaire. Non, Tabarouette. straight to the point. Écoute, à la petite école, j'étais ultra réservé dans les groupes d'amis dans la cour d'école parce que je viens d'une famille où on n'avait pas beaucoup de sous, alors on n'était pas les mieux habillés, on n'était pas les mieux peignés, on n'était pas ceux qui avaient les plus beaux lunchs à l'école. Alors ça l'a emmené, par la force des choses, une espèce de timidité. Mais quand on arrivait en classe, par contre, et que le professeur posait une question, ben je levais pas la main puis je répondais. Alors, tu sais, dans mes bulletins, on voyait tout le temps, là, tu sais, il doit apprendre à se contrôler, il doit parler moins, mais je le faisais dans un cadre. Ah, Quand j'arrivais dans le cours d'école, c'était autre chose complètement, là. dans la cour d'école, c'était différent. Dans la classe, tu prenais plus de place. J'étais dans un cadre comme plus sécuritaire. Il y avait quelque chose, il y avait une figure d'autorité en avant, puis il y a une question qui était posée, je répondais. Et toi, quand les professeurs disaient, bon, la semaine prochaine, on va présenter un exposé oral, est-ce que toi, tu étais emballé? Est-ce que tu étais excité ou c'était quelque chose qui te stressait, qui t'angoissait? Parle-nous de ça. Je trouvais ça très, très cool. Je trouvais ça. T'aimais les exposés oraux? J'aimais les exposés oraux. Et je sais pas pourquoi, tu sais, ça m'a suivi, on verra peut-être plus tard, mais ça m'a suivi toute ma vie et je sais pas pourquoi. Tu sais, des fois, les Obélix qui est tombé dans... Oui. Bon, moi, je le sais pas. Je viens pas d'une famille où mes parents sont des verbomoteurs, sont des grands orateurs. J'ai cette chance-là. J'ai cette chance-là. Alors, j'ai tout... Et ça me demandait pas beaucoup de préparation, les exposés oraux, parce que je savais que comme ça angoissait 99 du monde, puis que tout le monde shakeait, puis braillait, puis avait mal au cœur, mais juste le fait d'être en avant puis de parler sans bafouer, ça m'assurait déjà une bonne note, là. Peu importe ce que j'allais dire, j'aurais pu Wow. réciter une liste d'épicerie. Tu savais comment la faire puis la livrer avec aisance. Puis, Est-ce que tu as eu à dealer, mettons, avec ta timidité? Tu en as glissé un mot. C'était un challenge pour toi? Comment tu as surmonté cette timidité-là? En vieillissant, évidemment, là. je sais même pas si c'est encore... Honnêtement, c'est hyper paradoxal, ce que je veux dire, là. Vas-y, vas-y. Mais je suis même pas sûr que je l'ai encore surmonté, là. En fait, Jérémy, le gardien de phare, tu sais, Oui. celui qui est en affaires, celui qui avait un titre professionnel, du moment où j'étais dans un contexte, comme en classe, j'ai toujours été en performance. Alors, quand je suis en performance, il n'y a pas de timidité. Maintenant, quand je me retrouve de moi à moi, dans un environnement que je connais pas, c'est une autre paire de manches, là. Tu sais, le meilleur exemple que je peux te donner, c'est qu'il y a quelques années, j'étais directeur d'une chambre de commerce dans les cantons de l'Est et on me donnait toujours l'animation des galas, des conférences de presse et toujours, ça allait bien. Et un jour, on m'a invité à un vernissage dans une galerie d'art Oui. qui n'était pas pantoute mon monde. Je suis arrivé là et j'ai figé. Alors, j'ai fait un premier tour de la salle en regardant les toiles sans les regarder parce que ça ne m'intéressait pas pantoute. Et juste à me demander, mais comment je vais faire? Et comment je vais faire? Puis au bout de 10 minutes, j'avais déjà fait mon premier tour. J'ai commencé mon deuxième. Puis quand j'ai vu que j'allais tourner en rond toute la veillée, j'ai fait comme si quelqu'un m'appelait. Et je suis parti. Ah. Ouais. Et donc, on performe dans le cadre, puis quand tu as sorti de ton cadre, Ouais.
t'as laissé l'angoisse prendre le dessus. Ouais. Pour les gens qui ne te connaissent pas, c'est qui Jérémy Parent? Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'ai la chance, en fait, je suis auteur de 3 livres. Oui. La rédaction des livres m'a amené à faire de l'accompagnement littéraire. Je suis formateur, je suis conférencier et j'ai fondé une maison d'édition qui s'appelle Un million de rêves. Alors ça, en fait, ma mission à moi aujourd'hui, elle est d'aider les gens Oui. à écrire afin de sortir de l'ombre et briller. Moi et toi, on a une connexion très, très spéciale. Quand tu t'es inscrit pour la première fois au Salon de l'Éveil, ça fait déjà combien d'années? Ça fait 4 ans. Ouais. Tu t'es inscrit à l'édition du Salon de l'Éveil, puis je me rappelle que les premières communications, c'est Cathy, je ne sais pas quoi mettre sur mon kiosque, je ne sais pas qu'est-ce que je vais mettre sur la table. Cathy, qu'est-ce que je vais présenter? Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience-là? Oui, ça ramène, hein? Ça fait pas si longtemps et pourtant, c'est il y a si loin. J'avais sorti en 2019 mes 2 premiers livres. Oui. Et quand j'ai vu passer la publicité du Salon de l'Éveil, ça a été mon premier coming out en tant qu'auteur. À l'extérieur d'un... Tu sais, quand j'ai fait mon lancement, j'étais sur une scène, mais je connaissais les gens. C'était ma collectivité, c'était ma famille. Oui. Là, au Salon de l'Éveil, non seulement on pouvait avoir un kiosque, mais en plus, on pouvait soumettre une conférence. Oui. Là. Moi, j'ai soumis une conférence, je me suis dit, jamais elle va me prendre. Finalement, tu m'as choisi. Oui. Je savais pas pantoute ce que j'irais faire là. Mais bref, j'ai été choisi, il a fallu que je bâtisse. Et avec ma femme, avec Julie, on a essayé de tout ramasser ce qu'on pouvait dans la maison pour se dire, mais là, on va mettre quoi sur la table, puis comment on va le vendre, puis comment on va en parler. Puis... Alors, autant avant de me rendre, c'était déjà une expérience, mais une fois sur place, là, de voir les routiers. Tu sais, il y en avait d'autres nouveaux comme moi, Oui. parce qu'il y a un bel équilibre dans ton Oui. événement. Mais c'est rarement ceux qui commencent comme nous qu'on regarde. Tu sais. On regarde ceux qui sont là depuis des années. Là. Et là, j'ai pogné mon 2 minutes, puis je me suis dit, veux-tu bien me dire qu'est-ce que je fais ici en fin de semaine, moi? Mais tu sais, moi, pour moi, c'est important de mettre en valeur autant les personnalités connues que monsieur, madame, tout le monde qui commence dans la vie, parce que je me souviens que moi, quand j'ai commencé, j'avais 27 amis Facebook, puis que là-dedans, il y en avait la moitié que c'était ma famille en Italie que j'avais jamais vue. Fait que ça te donne une idée, là. Fait que pour moi, c'était très, très important d'amener cet équilibre-là. Je veux savoir, tu parles justement qu'au Salon de l'Éveil, tu as été sélectionné pour présenter ta conférence. Moi, je veux savoir comment la conférence arrive dans ton parcours de vie, parce que tu as un parcours de vie qui est atypique. Tu as travaillé comme conseiller financier, tu as travaillé aussi, tu as bifurqué Ouais. à quelques reprises. Comment la conférence arrive dans ta vie? Elle est arrivée avec le livre. Elle est arrivée avec mon livre parce qu'avant, j'étais en performance, j'étais en animation, j'étais maître de cérémonie, par exemple. Alors, j'avais à animer, j'avais à donner le ton, j'avais à présenter des trucs qui n'étaient pas les miens. Puis là, on est à l'aise de faire ça quand on présente quelque chose que c'est pas nous. Ben, c'est super facile. Il n'y a rien d'engageant là-dedans. Je veux dire, on est comme la courroie de transmission. On s'assure de bien connaître nos intervenants, puis on enchaîne, puis le show, il va. Là. Maintenant, quand je suis arrivé au Salon de l'Éveil et je me suis dit, maintenant, j'ai un livre et j'aspire à le faire connaître, Oui. ben, il faut que j'en parle. Mais je peux pas juste me présenter devant du monde et leur parler de mon livre. Ils n'en ont rien à foutre. Ce n'est pas un pitch de vente. Alors, je dois leur raconter l'histoire derrière le livre. Et c'est là où je suis allé briser, tester du contenu. Est-ce que tu veux nous en glisser un mot juste une petite partie de l'histoire derrière le livre? On parle de storytelling ici, donc ouais. je pense que c'est aussi très approprié. Oui, ben c'est l'histoire de ma crise de la quarantaine que je me suis offert à 35 ans. Là. Tu t'as fait J'ai pris de l'avance. Je me suis dit, t'es un champion. Si ça allait faire mal, fais-le tout de suite. Tu as des réserves, tu vas être capable de le prendre. Mais Sylvain Guimond, Oui. qu'on connaît tous, à l'époque, j'étais directeur de la Chambre de commerce et je terminais un mandat de 3 ans. Puis Doc est venu faire un tour. C'était le dernier à faire une conférence dans le cadre de mon mandat. Drôle d'adon. Et à la toute fin, parce que là, il fallait qu'il conclue sa conférence, il s'est mis à débiter plein de questions vers l'auditoire. Et une de celles, moi, qui m'a complètement figé, c'est prenez papier, crayon et imaginez-vous à votre retraite, avec vos petits-enfants sur vos genoux, puis quelle histoire vous allez leur raconter. Wow! Là, il m'a brisé. Là, ça a été un blackout. On était plein de monde dans la salle, mais il n'y avait plus personne. Et rapidement, j'ai pris papier, crayon, qui était fourni par l'hôtel, et là, j'ai marqué le nom de ma femme, j'ai marqué le nom de mes enfants. Et après ça, il n'y avait plus rien. Il n'y avait juste plus rien, Cathy. Je me suis dit, merde, ça fait des années que je me bâtis
par les journaux, les revues de presse, les événements, dans l'ego. Mais à la fin, là, on s'en contrefiche, comme dans l'an 40. Et à partir de là, il fallait que je trouve un sens aux années qui s'en venaient. Et là, ma grande quête a commencé. Là, on en vit toute une. Et cette quête-là m'a amené à écrire un premier livre. Évidemment, il y a eu plein d'aventures qui m'ont amené dans la rédaction du livre. Il m'a pris 3 ans à écrire le premier parce que je m'étais dit que j'avais pas besoin d'aide. J'étais capable de tout faire ça tout seul. Puis gna, gna, gna. Puis ben, c'est ça. C'est Alors, bien que tu as mentionné Sylvain Guimond parce qu'il est passé ici et OK. c'est une des questions qu'il nous a partagées, qu'il partage pendant ses conférences. Fait qu'on va pouvoir faire le lien de quand lui le dit et quand toi tu le dis, à quel point ça peut impacter nos vies. Oui. À quel point un conférencier peut avoir un impact dans nos vies. C'est fou, là. Une phrase, là, et toute la conférence de Sylvain avait été hyper pertinente. Est-ce que j'ai tout retenu? Pas pantoute. Non, mais il s'agissait que d'une phrase. Et moi, cette phrase-là est venue me happer. Peut-être que ça a fait 0 effet aux autres, là. Alors, on a beau, des fois, quand on se lance sur scène, quand on a un objectif de se dire, moi, le message que je veux laisser, c'est ça. Mais c'est pas parce qu'on a l'intention d'émettre un message que c'est celui qui va capter l'autre, là. Alors, on peut pas juste se mettre dans la pression que parce qu'on a une idée précise, c'est ce qui va se passer, n'est-ce pas? La magie, c'est beaucoup plus grand que ça, là. Ah oui, la magie, là, quand on se laisse aller, elle peut nous surprendre. Mhm. Dis-moi, tu as présenté cette conférence où tu étais plus personnel. Maintenant, tu as eu plusieurs occasions de le faire. Et je crois que ça va tellement bien, tes choses aussi. Les choses se mettent en place. Le gardien de phare est devenu immensément connu, reconnu aussi. Il y a plusieurs auteurs. Est-ce que Ouais. tu veux nous parler du gardien de phare? Oui. Le gardien de phare, puis parce qu'on est en storytelling, là, je vais la raconter parce que c'est important. Parce que tu vois, là, je sors d'un défi Oui. où pendant une semaine au complet, j'ai fait écrire 1200 personnes. Ah! On avait des ateliers d'écriture sur l'heure du dîner et en soirée, je recevais des auteurs que j'ai publiés en entrevue pour les faire connaître. Et la question qui revenait souvent, c'était mais pourquoi le gardien de phare? Euh, bon, moi, je suis natif d'Octoburn Park à Longueuil. On est loin du fleuve Saint-Laurent, là. On est loin du phare. On est loin du phare en tabarouette. Et dans cette crise-là de la quarantaine dont je t'ai parlé tout à l'heure, à un moment donné, je me suis ramassé sur l'île verte. Je cherchais un endroit pour me retirer et Oui. je me suis ramassé sur l'île verte, dans le bas du fleuve. Et c'est l'endroit où il y a le plus vieux phare du Saint-Laurent. Maintenant, à ce moment-là, les phares, j'en avais rien à cirer non plus. Je m'étais offert un 3 jours de questionnement intense en me disant j'arrive ici le vendredi, quand je vais partir dimanche, je vais savoir où je m'en vais dans la vie. Wow! Ben oui, champion. Alors, Tu t'es mis un objectif hey, précis et clair. ça fait 35 ans que tu te cherches, puis en 3 jours, tu vas trouver où tu t'en vas. Tu sais. Mais à la toute fin, désespéré vraiment. Le dimanche, honnêtement, là, j'étais brûlé. Là. J'avais reviré ma vie de toutes les bords, puis il n'y a rien de Oh, plus wow! intelligent qui sortait. Et quand on va à l'île verte, on peut juste prendre le traversier. Là. Ça va en fonction des marées. Et quand je suis allé à l'île verte, j'avais comme 1 heure ou 2 avant que le traversier parte. Et je me suis rendu près du phare. Et je ne le sais pas encore, Cathy, pourquoi je l'ai fait. Mais je me suis juste approché du phare et j'ai mis ma main sur l'armature du phare. Et là, ça a été une décharge électrique de, je sais pas, 150 000 volts. Ah. Il s'est passé quelque chose là où je me suis senti instantanément lié, d'une part, à l'énergie du phare, à toute cette lumière-là qui éclaire, mais qui n'a pas pour pouvoir de sauver les autres, mais de se rappeler qu'ils doivent briller. À partir de ce moment-là, je me suis mis à lire beaucoup sur l'histoire des gardiens de phare, sur l'histoire des phares. Et 3 mots sont montés à ce moment-là. Alors, il y avait rencontré, il y avait raconté et faire briller. Ça, c'est les 3 mots que l'île, que le phare m'ont Ah. donné en cadeau avant mon départ. Et juste avant de quitter, j'avais une photo de moi tout jeune. C'est drôle, en début d'entrevue, tu parlais de moi, tu sais, 2e, 3e année. Oui? Mais j'avais amené une photo de moi à cet âge-là. Et je l'ai prise et je l'ai mise sur une roche, tout près du phare, en disant toi, tu restes ici maintenant, on a un bout à faire ensemble avec l'île. Ah. Et je suis parti. J'ai des frissons, là. Et un peu plus tard, quand est arrivée l'idée de mettre sur pied une entreprise, le gardien de phare est un incontournable. C'était une évidence. Oui. Wow! Tu as fait plusieurs conférences. Dis-moi, est-ce que tu te souviens d'une conférence où ça a été un peu moins, où ça a été... Est-ce que tu te souviens d'une conférence où ça a été plus difficile? Où l'audience a moins répondu, où les gens qui étaient dans la salle étaient moins attentifs? Je veux pas avoir l'air prétentieux, là. Il faut être honnête. Correct, c'est correct. Je me souviens pas, honnêtement. Je me souviens pas. Par contre, je me souviens très bien de la première à Laval au Salon de l'Éveil, là. OK.
Parlons-en. Parce que j'avais tellement peur. J'avais tellement peur. Et de mémoire, à cette conférence-là, en même temps que moi, il y avait Alexandre. Alexandre Aubry, c'est ça, Oui, hein? oui. Il y avait Alex Aubry, il y avait Férouz et Adi aussi. Il y avait plein de gens. Puis là, je me dis, mais pourquoi ils viendraient dans ma salle à moi alors que tout ce monde-là, syndrome de l'imposteur fois 1 million, et il y avait une exposante, écoute, elle était complètement à l'opposé du corridor, qui est venue me voir, on se connaissait même pas. Puis elle me dit, je sais pas ce qui se passe, mais fais-toi-en pas, ça va bien aller. Ah! T'as rien à leur envier, il y aura les bonnes personnes pour toi. Alors, je suis arrivé dans la salle, un peu maladroit, un peu nerveux, et j'étais faire ça quand on fait une conférence, il faut vraiment être sûr, il faut avoir une idée de où on veut aller et où on ne veut pas aller. Oui. Et là, je t'explique. Alexandre n'a pas dû me trouver drôle cette journée-là. Je sais pas s'il s'est plaint, mais ça doit pas parce que là, t'as l'air surprise. Mais dans la conférence, à un moment donné, je raconte l'histoire du livre pour enfants que j'ai écrit. Oui. L'épisode dans l'Atlas avec une jeune fille qui m'a forcé, en fait, qui m'a challengé à chanter un livre pour enfants en me disant t'as peur. Et quand elle m'a dit ça, elle m'a déclenché et j'ai chanté le livre. Mais je veux dire, je chante vraiment pas bien, là. Il y a des lave-vaisselle qui sont beaucoup plus harmonieux que moi, là. Et quand j'ai raconté ça en conférence, je trouvais ça drôle. Et là, il y a quelqu'un qui a levé la main puis qui a dit mais est-ce que tu veux nous chanter un bout de ton livre? Ah, c'est ça, tu comprends ce qui s'est passé dans ma tête? J'ai fait non, mais elle me niaise, là. Et j'ai essayé de m'en sortir en lui disant mais tu sais quoi, la petite, la première fois, elle me dit t'es pas game, puis ça a marché, mais j'ai changé depuis, là. Alors non, je ne chanterai pas. Et là, j'ai continué comme si de rien n'était. Et à la fin, quand j'ai demandé aux gens s'il y a des questions, mais cette personne-là qui me l'avait demandé, elle avait les bras croisés, elle avait la tête penchée, puis elle était hyper déçue. Fait que je lui ai demandé, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? T'étais sérieuse? Tu voulais que je chante? Puis elle me dit, ben, tu nous dis que c'est important de sortir de notre zone, il ne faut pas avoir peur de s'exposer, que. Et là, tu le fais pas. Ben là, j'ai chanté. C'est challengeant, des conférences, je vous dis. Là, si vous vous attendez à ce que ce soit tout le temps smooth, là, ça, c'est un bel exemple. Ça a été atroce, Cathy. Parce que quand on ne sait pas bien chanter, en tout cas, je parle pour moi, là, pas pour les autres, je leur souhaite que ça aille mieux, mais dans mon cas à moi, comme je savais pas bien chanter, je me suis dit, pour bien chanter, il va falloir que je chante fort. Ben oui, tu sais, quand tu chantes pas fort et qu'en plus tu chantes fort, qu'est-ce que ça donne? Ça fait mauvais longtemps et très, très bruyamment. Puis là, il y avait Alex Aubry dans la salle en arrière. Je me suis dit, je viens de tuer sa conférence, c'est clair, pauvre homme, il va vouloir m'étriper. Mais à la fin, ce que ça a fait, c'est que les gens se sont levés. J'ai eu le droit à mon standing ovation. Ils sont venus me voir, ils m'ont félicité et j'ai grandi. J'ai appris 2 choses. Un, c'était hyper important que j'aille au bout de cette demande-là qui m'avait été faite par respect. Oui. J'avais ouvert quelque chose dans l'univers, il fallait que je livre. Et la deuxième affaire que j'ai appris, c'est plus jamais je vais en parler en conférence de cette maudite chanson. Plus jamais je vais dire que je chante. Plus jamais. C'est fini, c'est l'ancien moi, ça. J'ai d'autres histoires à raconter. Donc, ne pas demander à Jérémy de chanter. Non, là, tout le monde a compris. Parce que je ne chanterai plus. On ne le fait plus. Dis-moi, est-ce que toi, tu t'inspires de certains conférenciers? Qui sont les conférenciers qui t'inspirent? Spontanément, Jean-Marc Chaput, pour moi, est un monument. C'est un jovialiste. Cet homme-là, sur scène, s'adressait à l'auditoire comme il s'adressait à n'importe qui dans un restaurant de quartier, là. La proximité. Tu sais, il y a toutes les identités hein, quand on arrive sur scène. Il y a le conférencier énergique, que la musique apporte, tout le monde se met à danser les bras dans les airs. Puis moi, on me reconnaît comme celui qui fait pleurer. C'est super vendeur de dire ça. Mais, et les dernières conférences que j'ai données au Salon de l'Éveil, j'avais un 45 minutes qui m'était imparti, mais sur le 45 minutes, j'en parle 10. Parce que je fais écrire les gens. Tu fais écrire les Je gens, fais écrire les gens. Tu fais vivre l'expérience. Ben oui. Moi, je vais être sur une scène pour ne pas parler et faire écrire les gens. Alors, ils vivent le message. Alors, Jean-Marc, pour moi, est encore quelqu'un qui m'impressionne beaucoup, là. Tu avais quel âge quand tu as entendu sa conférence ou quand tu t'es dit cet homme-là est vraiment inspirant? Écoute, c'était sur une cassette quand j'étais tout C'était petit. sur une cassette? C'était sur une cassette. Ça là. révèle notre âge, ça. Ouais, je le sais. Mais c'était sur une cassette. Puis là, je l'entendais qui parlait de sa femme. Puis c'est comme si on était tous dans son salon, là. Et ce qui m'a fait dire à un moment donné en entrevue que j'aspirais être le Jean-Marc Chaput de l'écriture. Tu sais, il avait cette façon de démocratiser Oh, wow. l'inspiration, de rendre ça possible à tout le monde. Tu sais, moi, monter sur une scène et utiliser des grands mots, et j'en connais des grands mots, là, et je suis capable d'en prononcer, et je suis capable de la jouer dans l'ego. Oui. Mais ce serait de la merde, et je me couperais de ce que je suis vraiment, vraiment.
De ce que tu es venu partager réellement. Là. De ce qui est ma mission, là, que peu importe d'où on vient, et je le dis toujours, chaque personne est une histoire à raconter. Oui. C'est la base. C'est la base. Tu nous en as glissé un petit mot. Tu as dit que l'autre exposante est venue te dire que ça va bien aller. Oui. Tu as eu le syndrome de l'imposteur. Est-ce que c'est quelque chose avec lequel tu as eu à dealer, que ce soit dans l'écriture du livre? Parce Oui. qu'il y a des gens, moi, je sais que je voulais écrire un livre toute ma vie. Et quand ça s'est finalement concrétisé, les premiers 25 000 mots ont tombé super aisément et super facilement. Puis de me rendre à 44 000 mots, parce que c'est ce que la maison d'édition me demandait, Ouais. ça a été pénible. Donc, des fois, on a l'impression que c'est facile. Des fois, on a l'impression que ça va se faire avec facilité et aisance. Puis c'est pas toujours ça. Fait que toi, le syndrome de l'imposteur, est-ce que c'est quelque chose que tu as eu à dealer, soit en écriture de livre ou soit avec les conférences ou... Oui. Mais je côtoie le syndrome de l'imposteur à tous les jours en accompagnement avec les auteurs, d'une part. Ah, donc, les personnes que tu accompagnes vivent le syndrome de l'imposteur. Assurément. Est-ce que tu veux nous en parler, justement? Oui, mais tu sais, la nuance, là, et je vais juste rebondir avant sur ton 25-30 000 mots à 44 000 mots. Là, souvent, quand on y va d'un premier jet, on va être beaucoup dans le raconter. Ouais. Et tant qu'on raconte, ça va bien. Et là, après, quand on se permet un tout petit peu plus, là, et qu'on s'en va vers je vais me dévoiler. Et là, on se dévoile. Et là, ça devient un petit peu plus personnel, ça travaille. Ouais. Et quand on a fait la petite coche d'après, on s'en va vers je vais me révéler. Là, c'est pas tout le monde qui s'y rend. Et après ça, je vais m'honorer. Ah, voilà. Mais tu comprends que la couche, il faut y aller une à la fois. Il faut d'abord se raconter, trouver son confort, trouver ses repères, pour après ça avoir le goût de faire le coup d'après et après et après. Là. Et c'est ce qui fait la différence entre un 25 et un 44 000 mots à la fin. Là. Et ce que j'enseigne aux gens, bon, là, évidemment, on est en podcast, on n'a pas de support visuel pour le montrer, mais ce que j'enseigne aux gens, moi, c'est l'art du vomissement élégant des mots. Mais tu sais, c'est éloquent quand même. Mais là, je l'assume maintenant. Je t'avouerais que les 2 premières années, j'avais de la misère. Mais tu sais, vomir, là, Oui, c'est vomissement clair, des là. mots. Vomir, c'est un mouvement incontrôlable qu'on ne peut pas freiner. Et même si on essaie de freiner en serrant les dents, Non. il arrive ce qui doit arriver. Là. Oui. Alors, on se doit de laisser passer de l'intérieur vers l'extérieur, ce qu'il y a de près au niveau de la gorge, au niveau de la tête et au niveau du cœur. Quand on est à cette étape-là, là, on est de soi à soi. Là. J'espère que vous appréciez cet épisode qui est rempli de pépites. Si vous trouvez que ça vous fait réfléchir, que ça vous fait vivre des émotions, que ça vous fait rire, que c'est différent que ce qui est présenté ailleurs, je vous invite à me laisser un petit review, un commentaire positif. Puis si vous avez envie de me faire un like et un partage, je vous dis que ça peut avoir un grand impact. C'est-à-dire que du moment où j'écris, où tu écris, ou peu importe, on écrit, on est à la maison et on est seul face à notre feuille, à notre écran, ça nous appartient. Là. Alors, jamais on devrait se freiner dans cet élan-là. Jamais. Parce que d'une part, c'est hyper libérateur. C'est la plus belle thérapie, l'écriture. Là. Oui. Là où arrive la peur du jugement, le syndrome de l'imposteur, c'est quand on s'en va vers l'extérieur, quand on se tourne vers l'autre. Oui. Oui. Et c'est là où ça devient challengeant. Et c'est là où il faut être au beau fixe avec ce qu'on a fait dans la première étape. Puis là, c'est pas joli à entendre, là, mais une fois qu'on a procédé à l'art du vomissement élégant des mots, on va faire un tri dans ce qu'on a déposé dans la matière. Et on va garder ce qui supporte le message qu'on a et c'est la même chose en conférence, là. Écoute, t'en as vu plus que moi, là, mais des gens qui arrivent sur scène avec le désir de tellement vouloir plaire à tout le monde, qui vont dire plein d'affaires et finalement on ne retient rien parce qu'il n'y a pas de message, parce qu'il n'y a pas d'intention claire. Parce qu'ils ne sont pas restés authentiques, parce qu'ils n'ont pas partagé une partie de leurs histoires, parce qu'ils ont juste voulu prendre quelque chose d'autre et le livrer comme les autres le font. Mais tu n'as pas parlé de comment on le surmonte, le syndrome de l'imposteur? Oui. La mise en action tout le temps, la répétition du message en écriture, là, souvent, on va faire la première phase, on va laisser reposer 2 semaines. Après 2 semaines, il y a tout un espace qui se crée entre l'écrit et notre histoire. Il y a un bout qui ne nous appartient plus. Et là, quand on relit, on se rend compte de mais tu vois, c'est pas si pire finalement. Je le relis puis je suis capable de le faire. On peut aller valider, évidemment, si on a à aller valider. Mais la peur de l'imposteur, elle s'estompe dans la mesure où, et là, écoute, le why, là, la raison pour laquelle tu fais, il devient plus grand que la somme de toutes tes peurs. Là. Souvent, en écriture, quand j'accompagne les gens, moi, je leur fais faire le test des 7 pourquoi. Et ça commence tout simple. On commence par exemple, tu es avec moi, on est ensemble. Oui, faisons la démonstration. Et là,
Tu veux qu'on aille au bout des Non, 7? non, c'est pas du tout ça que j'ai dit. C'est quoi les 7 questions pour que les gens sachent? Oui, c'est ça, tu veux pas que je te fasse chanter. Hein? La première question, elle est toute simple. Alors, pourquoi c'est important pour toi, Cathy, d'écrire un livre? Et là, la personne, spontanément, va écrire, c'est important pour moi d'écrire un livre parce que j'ai un message à véhiculer. Alors, pourquoi, Cathy, c'est important pour toi d'écrire un livre qui va véhiculer le message, blablabla. Et là, c'est parce que... Et là, quand tu es rendu à 4, là, les masques ont commencé à tomber. Ouais. À 5, 6, habituellement, ça vient travailler le corps beaucoup. Et à 7, il y a une illumination. Ah. Et quand on arrive au 7e, là, ce 7e-là, quand il est vraiment authentique, quand on se bullshit pas, là, parce que c'est une tendance qu'on peut avoir, quand on ne se bullshit pas, ce 7e-là est tellement puissant qu'après ça, peu importe ce que le mononcle, la ma tante vont vouloir dire après ton livre, peu importe ce que ton ancien collègue va dire, tu le sais que la raison, elle est plus grande que le regard qu'ils vont poser sur toi. Et là, tu ne peux plus te sentir imposteur d'un message parce que la raison pour laquelle tu le fais, elle t'habite, tu l'incarnes. Il n'y a personne qui va te faire dévier après. Quand on a trouvé l'essence même du pourquoi, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir quelqu'un qui a dit « OK, je l'écris plus ». Après avoir répondu à ces 7 questions-là, c'est « OK, je l'écris plus ». Il y en a qui ça fait peur. Bien, c'est sûr! Assurément, il y en a qui ça fait peur parce qu'il faut que tu sois prêt. Et on s'entend, là, cet exercice-là, c'est pas moi qui souffle les réponses, là. Ça vient de l'intérieur, là. La personne est en discussion avec elle-même, là, et on le fait. Honnêtement, ce 7 pourquoi-là, j'essaie de le faire en 5 minutes, moi. Wow. Parce qu'il faut que ça vienne spontanément. Ben oui, parce que si tu réfléchis, après, la raison embarque, puis c'est ça bien peut trop dévier. facile. Voilà. C'est bien trop facile d'enrober. Mais oui, c'est arrivé que ça fasse peur à des gens, mais non, c'est jamais arrivé que ça mette fin au projet. Ah, j'aime ça. Ici, on parle de prise de parole en public et de storytelling. J'aimerais ça savoir s'il y a une histoire que tu as entendue quand tu étais plus jeune. Ça peut être une histoire de tes parents, de tes grands-parents, ta mère, quelqu'un qui est près de toi ou pas. Une histoire que tu as entendue quand tu étais jeune, mais qui a encore un impact dans ta vie aujourd'hui. Je sais que mes questions sortent habituellement mes invités de la zone de confort. Alors, au micro, entendez le silence et voyez mes yeux vers le plafond parce que je cherche. Aïe, aïe, aïe. C'est parce que, tu sais, tu deals avec beaucoup d'histoires aussi. Il y a tes histoires, mais il y a aussi les histoires de toutes les personnes que tu accompagnes. J'aime ça que je t'ai amené là. Oui, parce que le faux fuyant serait facile de t'emmener dans tout ce que j'entends maintenant, mais je veux rester très collé à ta question qui était dans ton enfance, une histoire racontée qui te suit aujourd'hui. Est-ce que c'est obligé de me suivre encore aujourd'hui ou ça peut être récent? Vas-y comme tu le sens. Okay. Et peut-être que plusieurs vont se reconnaître. Et en même temps, il y a un corollaire avec ce qu'on a dit au tout début, mais à un moment donné, je pense que j'étais au secondaire et tu le vois, j'ai cette facilité-là de m'exprimer. Et au secondaire, à un moment donné, il y a quelqu'un qui est venu me voir et je ne sais pas s'il y aura des bips au podcast. Hein, mais tu peux y aller. On a eu des sacres ici aussi. OK, parfait. Alors, on était en groupe, on parlait et il y a une personne qui m'a dit, toi, parent, t'es juste un politicien, tu sais, t'es juste une crise de coquille vide. Alors, tant et aussi longtemps, et tu vois, ça rejoint, là, il y a des liens à faire. Et tant et aussi longtemps que t'es en performance où tu racontes des histoires, tout ça, tu vas parler, tu vas trouver, puis à la limite, tu ne diras rien, mais tu vas parler, on va t'entendre, puis ça va provoquer du mouvement dans l'univers. Mais c'est vide, ça veut rien dire. Et ça arrivait dans un contexte où on discutait d'enjeux personnels, puis j'osais pas dire ce que j'avais à dire. J'étais trop dans le paraître. Je voulais pas aller là. Je voulais pas aller au-delà de... Alors, donnez-moi un micro, faites-moi animer une conférence, donnez-moi un oral à faire, je vais performer. Essayez d'accéder à moi, jamais de la sainte vie. Et c'est pour ça que ça m'a pris 3 ans à écrire mon premier livre. Je voulais pas aller là. Ouais. Et tu sais, le premier livre qui s'appelle « Sortir de l'ombre et briller », longtemps est un livre où je voulais raconter l'histoire des autres. On a peur de se mettre en avant-plan. Hein? Je m'étais dit, je vais rencontrer plein de personnes et je vais leur montrer à quel point ils ont une belle vie. Je vais leur envoyer le reflet de comment moi je les vois et ça va être hyper lumineux. Et au bout de 2 ans, il n'y a rien qui avançait. J'étais avec mon cousin, c'était le jour de sa fête, on était en train de déjeuner. Et puis à un moment donné, Manu me regarde puis il me dit « Puis ton livre, ça avance-tu? » Puis je dis « Non, ça avance pas. » Il me dit « Mais pourquoi ça avance pas? » Ben, je dis « Je sais pas, je suis pas capable d'emmener les gens à être fiers de leur histoire. » Puis il me demande, il dit « Oui, mais est-ce que toi, tu es fier de la tienne? »
Ah, mais mon cousin, c'est pas un philosophe, là. Tu sais, c'est un tripeux de bande dessinée, là. Puis on joue au basket, puis on finit tout en soir. Tu sais, on n'a pas cette relation-là. Tu sais, on a une relation très amicale, mais pas très, très philosophe. Et là, Oui, ils je m'ont dit, comprends. oui, mais tu comprends que tant que tu seras pas fier. Je dis, non, mais t'as rien compris, champion, là. Moi, je vais écrire un livre sur les autres. Il dit, oui, mais tant que toi, tu seras pas fier de ton histoire, comment veux-tu inspirer les autres à être fiers de la leur? Ah, je dis. Je pense que ça a été son seul élan de lucidité jusqu'à maintenant. Mais On le ça, salue. on le salue, salut Manu. Mais c'est venu changer, moi, ma trajectoire à ce moment-là parce que ça m'a forcé. Et plusieurs, et on s'en rend compte même dans le monde des conférenciers, dans le monde de l'événementiel, à un moment donné, moi, je viens hyper saturé, honnêtement, là, de la mode où il faut avoir fait faillite, il faut avoir eu un cancer. Tu sais, Non. on a l'impression que si on n'a pas su faire notre vie, si notre vie n'est pas une tragédie grecque, on n'a rien à faire sur scène. En fait, c'est les deux. Hein. Soit ma vie n'a pas été une tragédie grecque ou j'ai pas eu une vie digne de Disney, là, où tout a bien été. Et entre les deux, le monde normal, là, bon, on a l'impression qu'on n'a rien à dire. Et pourtant, la majorité, elle est normale, bordel. Tu sais, et on veut pas de... Et c'est correct. Il faut de tout. Là. Fait que quand Manu m'a dit ça, ça m'a forcé. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que ce que je viens de te nommer là, ben, tout ce que j'avais écrit jusqu'à maintenant sur mon histoire à moi, c'était tout négatif. Ah, Alors, moi, dans la vie, j'ai toujours pris la responsabilité des merdes. Mais jamais je n'avais osé prendre le crédit de mes bons coups. ah. Mon livre, Redis ça. Redis ça. Jamais je n'ai. toute ma vie, j'avais pris la responsabilité des merdes, mais jamais j'avais pris le crédit des bons coups. Wow. Jamais. C'était tout le temps grâce à, mais jamais j'étais capable de tourner le spot vers moi. Fait que mon livre, longtemps, a été sorti de l'ombre. Briller, là, il est arrivé au comité de relecture. Ce mot-là n'était même pas dans mon univers. Oh my God. Ouais. Alors, cette histoire-là de t'es juste un crise de politicien, t'es juste une coquille vide, j'ai pu revirer cette situation-là le jour où j'ai terminé Sortir de l'ombre et briller. Le jour où, devant les gens qui m'aiment bien, j'ai fait le lancement. Et le jour où, dans un salon de l'éveil, devant de purs inconnus, j'ai eu le droit à des accolades, j'ai eu le droit à des remerciements, j'ai vu des yeux qui brillaient. Et je me suis dit, si tu sais quoi, je viens de le prendre, le crédit de mon histoire, là, et ça fait en sorte qu'il y a d'autres gens qui ont le goût de le faire pour eux aussi. Hein. J'ai envie de te poser une question que je pose pas habituellement. J'aimerais ça savoir si pour toi, tu crois que notre destinée, c'est écrit. Est-ce que, tu sais, quand quelqu'un dit c'est écrit, Oui. est-ce que tu crois que c'est écrit? Tu sais, avec ce que tu nous as partagé, est-ce que tu crois que c'est écrit? Il y a Alexandre Poulain, qui est un chanteur québécois. Oui? Alex, dans une de ses chansons, dit, et là, je ne veux pas me tromper, Tu vas pas chanter? Non, non, je vais le citer, je vais le paraphraser, mais tout ça de façon très monotone. Il dit, est-ce qu'on devient qui on est ou on est qui on devient? Alors, est-ce qu'on devient qui on est ou on est qui... Et Wow. je l'ai laissé en suspens dans mon troisième livre, cette question-là. Ah. J'aime croire qu'on devient la somme des décisions, des choix qu'on a faits, mais j'aime aussi croire que le chemin est indiqué et que c'est à nous d'ouvrir les yeux pour bien le voir. Là. J'adore, j'adore. Il y a plusieurs dirigeants d'entreprise qui écoutent le podcast. Fait que pourquoi on appelle Jérémy Parent pour qu'il vienne présenter une conférence? Qu'est-ce qui fait que toi, tu es différent ou qu'est-ce qui fait que toi, tu apportes ta touche, ta couleur? Ouais. Le sortir de l'ombre et briller, et je l'ai vécu. T'sais, je l'ai vécu dans des PME où il y avait 15-20 personnes. Je l'ai vécu dans dans des entreprises où on était 150. L'histoire de chacun, chaque personne est une histoire à raconter. Là. Mais là, comme employeur, il faut être prêt. Hein. Il faut connaître son entreprise, il faut être fier de ses valeurs, puis il faut habiter. Il faut habiter aussi ce qu'on promet aux employés puis le cadre qu'on Oui, leur offre. Parce que voilà. sinon, c'est choquant. Ça crée une distorsion, sinon, c'est pas le fun. Mais du moment où on prend conscience que chaque personne a une histoire à raconter, qu'on est tous interreliés dans le Oui. processus, alors si moi, comme entrepreneur, j'ai une équipe de 30 personnes et que je veux souder cette équipe-là et que je veux que l'attachement se fasse à la marque, aux valeurs de l'entreprise, il faut que je sois en mesure d'être ouvert et de comprendre l'histoire de chacun de mes employés individuellement aussi. Oh my God, c'est puissant ça comme partage aussi. Là. Wow. Parce que quand on fait 1+1, Oui. ça y va tout seul. Quand on fait 1+1, l'employé qui ne voyait plus la raison pour laquelle il se levait le matin, si l'employé n'est pas capable de connaître l'histoire de l'entreprise, n'est pas capable de comprendre la vision, si le dirigeant ne s'est pas mis à nu et si le dirigeant n'a pas l'ouverture d'entendre aussi qui sont ceux qui font que son entreprise existe, on n'est pas en train de bâtir juste une histoire. Là.
C'est chacun dans son coin. Alors que ça, on en prend conscience. Mais là, on le sait pourquoi le matin, on voit Jean-Pierre, pourquoi on parle avec Linda, pourquoi, et comment on peut influencer positivement aussi leur trajectoire tout en se mettant en valeur dans le processus. Donc, les dirigeants d'entreprise qui font appel à toi, Oui. ils doivent aussi partager une partie de leurs histoires, au moins une parcelle de leur histoire. Ils n'ont pas le choix. J'adore. Ils n'ont pas le choix. Il y a aussi des aspirants conférenciers qui écoutent le podcast. Je me souviens de toi quand tu étais aspirant conférencier. Aujourd'hui, tu es commanditaire du Salon de l'éveil. Cette année, on Ouais. t'a vu à Laval, on t'a vu à Québec, on t'a vu aussi À à Boucherville. Boucherville. Donc, tu es passé de « je commence dans le métier » à la grande porte. Oui. Pour ceux qui aspirent à être conférenciers, un conseil, un truc, qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais de croire en ce qu'ils ne peuvent pas encore voir. Oui, croire ce qu'ils ne peuvent pas encore voir. Quand je me suis présenté en 2020 et quelques jours avant le Salon de l'éveil en 2020, j'étais chez mon frère sur le divan, je faisais mon premier live sur Facebook. Ah, J'avais un gros coton ouaté jaune, la lumière était affreuse, j'avais la face rouge, violette, je ne sais plus quelle couleur, le son était atroce, puis j'invitais les gens à venir me voir au Salon de l'éveil. Je savais pas ce qui s'en venait. non. Quand je suis arrivé en conférence, je le savais pas. Quand, dans le cadre d'un Salon de l'éveil, mon voisin, ma voisine d'à côté me dit « Jérémy, on s'en va au Salon du livre de Paris. On est des compétiteurs, mais veux-tu quand même venir avec nous? » Cette invitation-là, même si elle ne s'est pas concrétisée, est venue, moi, ouvrir quelque chose qui, dans mon univers, n'existait pas à ce moment-là. Et ça n'a été que ça par la suite. La maison d'édition, elle n'était pas dans les cartes. J'aurais pas pu la prévoir. J'aurais pas pu savoir que je ferais écrire 1200 personnes, que je publierais 40 auteurs, que Cathy me recevrait en podcast, que j'aurais la chance d'être comment... Jamais. Et si je m'étais arrêté à juste ce que je connaissais sans me laisser porter, ben probablement que je serais peut-être même pas revenu à d'autres éditions. Je sais pas. J'aime ton message que tu leur dis. Croyez en ce que vous ne voyez pas. Pas encore, oui. Il y a des dirigeants d'entreprise qui écoutent le podcast. Il y a des aspirants conférenciers qui écoutent le podcast. Moi, j'aimerais ça savoir qu'est-ce que Jérémy d'aujourd'hui dirait à Jérémy quand il avait 20 ans. Si toi, tu avais à t'écouter, qu'est-ce que tu te dirais? Il est important de savoir où j'étais là, quand j'avais 20 ans. Oui. Quand j'avais 20 ans, honnêtement, je venais de terminer, on venait de fermer la première entreprise que j'avais partie avec mon cousin. Ah. J'étais sur le chômage et j'avais aucune sacrée idée de ce qu'il y avait devant moi. Moi, je suis un décrocheur universitaire en droit. Après ma première année en droit, quand j'ai décroché, j'avais pas de plan B, j'avais rien, là. J'avais aucune idée d'où je m'en allais. Mon seul indicateur de succès à ce moment-là, c'est que mes parents nous ont élevés toute notre vie avec un salaire de 28 000 un salaire familial de 28 000 Et je me souviens très bien qu'un jour, j'étais assis sur le lit de mon frère, on se parlait, puis j'avais dit à mon frère, j'ai dit, tu sais, Joe, si un jour, moi, je fais 35 000 par année, je vais avoir réussi ma vie. Hein. Cacahuète. Cacahuète. Alors, j'étais là il y a 20 ans. Alors, tu vois, je pense que je me servirais le même conseil que j'ai servi aux gens de tout à l'heure. Alors, osez croire en ce qui n'est pas là, en ce qui n'existe pas, puis faire confiance. Quel beau conseil que tu te dirais à toi-même. Fait que tu le sais que c'est encore plus précieux si tu dis, je l'ai partagé à ton audience, mais je me la partage à moi aussi. Et tu sais quoi? Je pense que là ensemble, toi et moi, Oui. puis les gens qui nous écoutent, là, je vais m'offrir le même conseil aujourd'hui. Alors, j'ai hâte de voir dans 10 ans. Tu reviendras nous en parler. On a fait une vidéo en plus sur YouTube qui a fracassé l'algorithme. J'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Vous irez voir, c'est le nombre de visionnements le plus élevé de mes vidéos, toutes vidéos confondues. J'ai pas compris, mais c'est parce que il y a une connexion, il y a des partages qui sont vraiment puissants. Puis je pense que ce que tu partages, la façon dont tu le partages aussi, c'est très, très touchant. Ça me fait plaisir. Donc, j'aime terminer les enregistrements de podcast avec quelque chose qui surprend. Donc, quelqu'un qui écoute le podcast, qui voudrait savoir quelque chose de surprenant à ton sujet, à part que tu chantes, parce que tu nous as révélé ça ici, est-ce qu'il y a quelque chose qui surprendrait l'audience puis qui ferait en sorte que « Ah ouais, Jérémy, il est comme ça », qu'est-ce que tu dirais? Aïe, aïe. En fait, je vais en profiter pour démystifier quelque chose. Allons-y. Pourquoi Jérémy a tout le temps une casquette sur la tête?
Parce que je me la fais poser partout, hein, et je refuse des mandats d'animation maintenant à des endroits où où on me dit que j'ai pas le droit de mettre ma casquette, là. Ça va jusque-là maintenant. C'est tellement ancré dans mon Ah! identité que tout ce 20 ans-là que j'ai fait en développement économique, où j'ai dû me déguiser avec veston-cravate, où j'ai dû jouer un jeu, j'ai plus le goût de le faire. Et je vais faire ça très rapidement. Non, mais j'aime ça que tu vas là. Moi, j'ai une anecdote en lien avec ça. Fait que Ah! vas-y, je te Bon. laisse terminer. Et en 2000, tu vois, Sylvain, tout à l'heure, l'expérience avec Sylvain, c'était en 2013, quand je me suis mis à tout me questionner, et ainsi de suite, sur le grand sens de ma vie. Et en 2014, sur les médias sociaux, sur Facebook, il y a une publication qui passe, et c'est la petite Zoé de Granby. OK. Petite Zoé de Granby, à 3 ans, elle a eu malformation cardiaque. Sa santé a périclité et ainsi de suite. Et là, on était 5 ans plus tard. En fait, elle s'en allait sur ses 9 ans. Et la publication, c'était aider Zoé à réaliser son rêve d'avoir 1000 toutous à la maison. Parce que Zoé, pour elle, les toutous, c'était des anges protecteurs. Ah, La publication est en novembre. J'ai participé de loin, mais honnêtement, très peu, là. J'étais très voyeur dans le processus. d'accord. Alors, j'avais aucun lien direct avec la chose, à part qu'on avait une amie en commun. En décembre, il y a une vidéo qui passe. Zoé avait ramassé 25 000 toutous. Ah. Elle avait eu une récidive. En fait, c'est le cancer qui récidivait. Alors, 25 000 toutous dans la maison, il y en avait partout. Les parents ne savaient plus quoi faire avec. Et là, il y a un gros mouvement qui s'est organisé pour que les toutous soient envoyés partout à travers le monde à des enfants qui en auraient besoin. Ah. Elle avait 8 ans à ce moment-là, là. Et en janvier 2000, en janvier, quelques mois plus tard, c'est le souper de fête de mon beau-père. On est à la maison et sur l'heure du souper, je casse. Mais je casse et ça fait mal. Et là, j'aurais démoli chacun des murs de la maison. Hmm. J'avais jamais senti ça en dedans. Ça faisait mal. Et j'ai dû me sortir de table. En fait, je leur ai demandé de m'excuser. Je suis allé me coucher au sol et finalement, on est parti tôt ce soir-là, sans trop comprendre. Et pendant la nuit, j'ai rêvé que Zoé décédait. Moi, je ne la connais pas, cet enfant-là. Alors, la première chose que j'ai fait le lendemain, c'est d'aller voir sur les médias sociaux et tout était correct. Et je me suis dit, bon, mais j'ai juste flippé, tu sais, c'est correct. Tu sais. Il est juste... À 17h22 le dimanche soir, j'ouvre Facebook et il y avait un message qui disait Notre petit papillon s'est envolé. Hmm. Et Zoé est partie. Elle s'en allait sur ses 9 ans. Et j'ai compris que elle avait vécu le quart de ce que moi j'avais vécu jusqu'à maintenant. Puis elle avait tellement compris pas mal plus d'affaires que moi Oh my dans God. son petit corps. Clairement, c'était pas son premier rodéo. Et à partir de là, physiquement, ma femme serait là, tu sais. Je suis allé dans mon garde-robe à la maison et j'avais dans une boîte en haut ma vieille casquette. Mhm. Alors, j'ai descendu à la boîte, j'ai sorti la casquette, j'ai pris les habits, les chemises, je les ai sacrés dans la boîte et j'ai dit plus jamais. Plus jamais. Et c'est la raison pour laquelle maintenant j'ai toujours une casquette. T'as une casquette, puis t'as une chemise aujourd'hui. Puis Pour toi. Que pour toi, parce que je t'aime beaucoup, puis t'as un beau podcast, puis une belle personne. Puis même sa femme, elle lui a demandé où est-ce que tu t'en vas avec sa chemise. Fait que juste pour vous donner une idée, là, merci. J'en demandais pas autant. Mais l'anecdote que moi, j'avais en lien avec ta casquette, c'est que nous, avec le Salon de l'éveil, on imprime le magazine. Et sur le magazine, évidemment, qu'on met la liste de tous les conférenciers, la photo de tous les conférenciers. Ouais. Et là, je me rappelle, on se connaissait pas. Je reçois ta photo et tu as une casquette. Et je me dis, c'est un magazine professionnel. Ouais. On peut montrer une image professionnelle de la spiritualité. Pour moi, c'est un travail que je fais avec beaucoup de cœur à monter le nom de Ouais. la spiritualité parce que je trouve que parfois, elle est amenée à des endroits où il faudrait faire plus attention. Bref, je reçois la photo et je me dis, ben non, ça va prendre une photo sans casquette. Et là, on te fait la demande d'une plus belle photo. On n'a pas été précise. Et tu nous as retourné une photo avec une casquette et on n'a pas poussé. On a mis la photo avec la casquette, mais c'est juste pour dire ça fait partie de ton identité. Puis aujourd'hui, on ne posait même plus la question parce que tu continues de nous envoyer la photo avec la casquette. Puis tu es le seul conférencier avec une casquette. On comprend que ça fait partie de qui tu es. Puis Ouais. c'est vraiment nice. Et c'est jamais une rébellion. Hein. C'est juste pleinement incarné. Tu sais, et ça me rappelle à chaque jour que je ne suis pas là pour me prendre au sérieux. Ce fut un réel plaisir de te recevoir au showcase des conférenciers. Merci d'avoir accepté l'invitation. Mais merci d'être là. Merci de la plateforme. Merci du rayonnement. Et continue de nous aider à grandir. Yes. Merci. Plaisir. Merci d'avoir été à l'écoute du podcast Le Showcase des conférenciers.
Si vous sentez que vous aussi, vous avez un message à partager, si vous sentez que vous aussi, vous voulez impacter les gens, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux, à m'envoyer un DM avec le mot ovation et vous allez voir que c'est votre accès le plus direct à une scène, votre accès le plus direct à une standing ovation. Et moi, en attendant, je vous donne rendez-vous sur le prochain épisode de podcast, l'endroit où chaque histoire résonne fort dans l'univers. Et je vous dis à presto!